je suis Xavier Tivol, donc je suis un ancien de l'EM Lyon et de Forum. Et après avoir suivi un début de carrière assez classique d'étudiant d'école de commerce, j'en ai eu marre. Quand j'en ai eu ras-le-bol, j'ai choisi d'arrêter ma carrière dans le privé et de me réorienter dans la vie. J'ai monté un projet complet pour recréer un nouveau domaine en Beaujolais. Et depuis 1 an et demi, j'ai démarré le projet et je fais du vin au quotidien. Et qu'est-ce que tu faisais exactement, avant, Oula, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé par des stages dans un fonds de placement, donc chez Moneta Asset Management. Après, je suis parti créer la filiale au Luxembourg du cabinet Béjaflor sur la partie conseil, surtout en sécurité IT et en gestion des risques bancaires. En début d'année 2010, c'était plutôt à la mode. Ensuite, je suis revenu en France chez EDF en tant que responsable commercial sur la partie grande entreprise en Franche-Comté et sud de l'Alsace. J'ai basculé en tant que responsable achat sur les process nucléaires pour les centrales d'EDF. Et c'est à ce moment-là que j'ai saturé et que j'ai choisi de partir et de me mettre dans le vin. Et c'était un rêve que tu avais depuis longtemps d'être, vigneron ou c'est comment ça t'est venu, cette idée? J'ai toujours aimé d'abord boire du vin. J'ai commencé très très tôt. Mais c'est toujours un truc qui m'a réveillé de me dire un jour j'aimerais bien faire mon propre vin. Bon, j'avais deux solutions, soit c'était de prendre une petite parcelle puis de faire mon petit vin de garage dans mon coin, soit c'est de créer un domaine et de faire vraiment du vin et d'essayer de vivre du vin. Finalement, j'ai opté pour essayer de vivre du vin et donc démarrer un domaine complet. Je me donne 5 ans pour y arriver. Si jamais ça marche pas, je retournerai dans le privé et je me ferai mon vin de garage. Mais voilà, l'idée, c'est un truc qui m'a trotté dans la tête depuis quelques années et je me suis dit que si je le faisais pas là, au début de la trentaine, c'est pas à 45 ans qu'on allait changer complètement de vie. Et justement, comment on passe d'une école de commerce à viticulteur dans le Beaujolais? Comment on passe? Bah, il y a beaucoup d'étapes. Il y a d'abord en avoir marre de son travail, c'est un des trucs de base. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'apprendre à faire un peu de vin quand même. Il faut se former un petit peu, sinon, il y a quand même deux trois trucs qu'il faut connaître. C'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le laisser entendre, mais il y a quand même deux trois trucs qu'il faut connaître. Et puis après, il faut surtout trouver un moyen de s'endetter fortement, parce que l'agriculture, ça reste, aujourd'hui, c'est pas le mode start-up en agriculture, ça n'existe pas. Et les levées de fonds, ça n'existe pas. Donc c'est de la dette, on fait plein de dettes et puis ensuite on regarde comment on peut les rembourser. Donc c'est à ça que ça aide aussi de passer le million, c'est que j'ai parfaitement conscience de l'impact et du poids de mes dettes sur mon bilan. Et du coup, tu as fait une formation, comment tu t'es formé? J'ai fait une formation de viticulture et d'œnologie à l'université du vin à Sud-la-Rousse, en alternance et rémunéré par les anciens CIF que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais parce que le système a sauté et que c'est un autre système maintenant. Mais j'ai profité des systèmes de reconversion avec des formations payées par son entreprise. et du coup, tu penses que c'est obligatoire, enfin, de faire une formation, enfin, d'apprendre, par une école ou tu aurais pu apprendre tout seul, La partie que j'ai apprise à l'EM ou la partie à faire du vin? la partie à faire pour faire du vin? Mais les 2 même. Je pense que tu peux très bien apprendre à faire du vin sur le tas. Si tu as de la famille qui travaille dedans, si tu baignes dedans, tu peux apprendre sur le tas. Après, il y a des choses qu'il faut savoir. Même moi, il y a des trucs que je maîtrise pas, où je suis à l'arrache, où des fois, je fais des choses, je prends des décisions un peu aléatoires. Ou alors, bah, je vais taper à la porte des voisins, demander conseil. La formation, ça donne une base théorique. Entre la base théorique qu'on a dans la formation et ce qui est pratiqué par les vignerons d'ici, il y a des fois des écarts et pas négligeables. Mais des fois, on se rend compte aussi que c'est bien de revenir à la base théorique parce qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui et qui étaient adaptées il y a 20 ou 30 ans aux méthodes culturelles ou au climat de l'époque et qui sont plus tellement adaptées aujourd'hui. Donc, pour moi, avoir la base théorique, c'est quelque chose d'important et ça me permet de vraiment me situer dans toutes mes décisions. Et c'est aussi parce que, bon, à la base, je suis pas un agriculteur à la base. Donc, j'ai un fonctionnement qui fait que j'ai besoin de pas mal intellectualiser les choses. Donc, si j'ai pas la base théorique pour comprendre ce qui va se passer, ça va pas bien, quoi. Moi, quand je choisis de refroidir la température de fermentation de mes vins, j'ai besoin de comprendre chimiquement ce qui se passe.
et l'effet que ça va avoir. Qu'on me dise que de réduire la température, ça permet d'avoir un vin un peu plus fruité. Oui, c'est sympa, mais j'ai besoin de comprendre comment ça marche pour être sûr que ce que tu me dis, c'est pas une connerie. Et du coup, pour parler de ton exploitation, tu es tout seul. Oui. Donc tu fais ton vin de A à Z. Donc, Je fais mes vignes, je fais mon vin de A à Z. Le seul moment où quelqu'un vient m'aider, c'est pour les vendanges. Le vendanger tout seul, ça va être un peu chaud. Cette année, d'ailleurs, normalement, ça va être une équipe d'étudiants de l'UM qui va venir vendanger. Donc ça, on verra, on va reproduire. Mais quand les années sont précoces, ça peut se faire. Quand on vendange tardivement, c'est plus compliqué. Mais sinon, oui, l'idée, c'est vraiment de tout faire de A à Z, du premier coup de pioche de la taille de la vigne jusqu'à la commercialisation du vin. et l'idée, c'est de toujours rester tout seul ou tu t'espères avoir un employé Alors, contrairement à ce qu'on croit quand on est étudiant et qu'on a envie de passer dans du management, avoir des équipes de plus en plus grosses, c'est très très chiant. C'est très très chiant de gérer des gens. Donc, il y a différents niveaux. Ce premier niveau, management de première ligne, on est garde-chourne. Après, tu as des trucs un peu au-dessus, mais les gens, tu que des mecs qui veulent te piquer ta place ou autre. Il faut gérer les contraintes des uns des autres. Et dans tout ça, il faut quand même garder toi en tête que tu es censé aussi les aider à progresser, à atteindre leur objectif. Bref, finalement, tu passes tes journées à t'occuper des autres et tu fais pas grand-chose pour toi. Donc moi, ma priorité, c'est de pouvoir rester tout seul. Et donc j'ai construit mon business plan pour pouvoir rester tout seul en restant petit. C'est le but du jeu, c'est d'être petit avec des prix de vente et des marges correctes, relativement élevées pour le milieu du vin, mais correctes pour un milieu normal, qui me permet de vivre avec une exploitation qui sera plafonnée à 5 ou 6 hectares. Et là, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en école de commerce ou alors dans ta carrière qui te servent aujourd'hui ou comment tu mets ça en application? Oui, bah, il y a plein de trucs qui servent en fait. Parce que mine de rien, ce qu'on sous-estime beaucoup en école de commerce, c'est le côté ultra polyvalent et compétent des petites entreprises, notamment des artisans, des agriculteurs, où je fais de la compta quasiment toutes les semaines. Donc les bases de compta, elles me servent pour bien comprendre et pour faire mes choix, optimiser fiscalement aussi deux, trois choses. Du marketing, je suis obligé d'en faire pour vendre mon vin. La stratégie de négociation, bah oui, on doit en mettre en œuvre parce qu'entre quand je vais vendre 24 bouteilles à un caviste ou 12 bouteilles à un particulier, ou que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de passer 4000 bouteilles chez un réseau de cavistes, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes modes de réflexion à mettre en œuvre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la conscience de la dette que j'ai. C'est important de savoir lire un bilan et de savoir à quel moment le bilan n'est plus soutenable pour pas justement passer ce seuil-là. Et justement, tu parlais de dette. Enfin, tu parles de dette. C'est un risque quand même de cette reconversion de devenir viticulteur. Tu dépends des aléas météorologiques, tu dépends des maladies que peuvent avoir les vignes, tu dépends d'une mauvaise récolte également. Oui, puis je deviens Euh, pauvre à la base. Enfin, Non, mais même au-delà du risque, c'est une. ce risque, enfin, tu le vis comment au quotidien? Le risque, on vit avec. Ouais. De toute façon, c'est un choix à faire et tu mets en place des stratégies pour limiter les risques. Ça peut être moi, j'ai commencé avec une votation qui était très tournée autour de mon cuvage, autour de mon lieu de départ. Puis bon, bah, j'avais vu la grêle passer. Bah, là, j'ai repris quelques parcelles sur un peu plus loin. Ça, si la grêle tape à un endroit, elle tape pas partout. Donc, j'ai quand même un peu de raisin qui reste. Pour la partie météo, on a des assurances qui existent. Pour moi, j'en prends pas parce que je suis au démarrage. Mais on peut être assuré. Tu as beaucoup de vignerons, ça, faut pas le dire trop fort, mais tu en as qui prient pour être grêlés tous les ans. Ils ont une assurance qui garantit leur chiffre d'affaires. S'ils sont grêlés au mois d'avril, ils n'ont rien à foutre de l'année, ils sont payés pareil que s'ils avaient bossé toute l'année. C'est le jackpot. Donc voilà, c'est des questions comme ça. Mais après, c'est aussi un mode de vie qui est différent parce qu'entre le revenu d'un viticulteur dans le Beaujolais et le revenu d'un cadre issu de l'Union dans le privé, c'est pas tout à fait les mêmes sommes qui tombent à la fin du mois. Donc il faut savoir se réadapter à ce niveau-là aussi. Je retourne vers une vie d'étudiant en fait au niveau du mode de vie. Mais justement, faire cette transition tu es dans le privé, dans le nucléaire, à revenir quelque chose de beaucoup plus terre à terre, en fait. Comment t'as géré cette transition et est-ce que dans ta famille, t'as été soutenu par tes proches, c'était quelque chose d'assez accepté? Bah, ils ont accepté, ils ont compris. De toute façon, ils n'ont pas le choix non plus. Mais non, on n'a pas de. La chance d'être une famille qui n'est pas une famille d'hyper ambitieux ou des choses comme ça. Il y a de la bourgeoisie intellectuelle, comme on l'appelle, désargentée. Donc, c'est des profs, grosso modo, principalement autour de moi. Donc, ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire et ils me soutiennent derrière. Donc, c'est la moindre des choses. C'est normal. Enfin, je trouve que c'est normal aussi. Mais ensuite, il n'y a pas eu de. Ils me soutiennent, mais c'est pas non plus une aide au quotidien. Encore une fois, une prof d'allemand, ça va pas m'aider des masses pour venir faire du vin. Donc, le seul moment où la famille est vraiment en soutien, c'est
pendant la période des vendanges qui est un peu chargée, où il y a ma mère et ma tante qui préparent à bouffer le soir pour le repas du lendemain midi, quoi. Et pourquoi ce choix de venir dans le Beaujolais, exactement ici? Alors, c'est un choix qui il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais quand même des attaches dans la région. J'avais ma grand-mère qui avait une maison de famille à Régnier-Durette, où ma grand-mère a pris sa retraite. Donc je connaissais la région et j'aimais déjà la région. C'était déjà un premier point de départ. Ensuite, le deuxième, c'est que quand on veut faire du vin, on regarde où on peut s'installer. Moi, je me serais bien installé en Châteauneuf-du-Pape, j'aurais bien aimé faire du pommard, j'aurais bien repris la Romanée-Conti. Sauf que bon, bah, le pommard premier cru, c'est 2 millions d'euros l'hectare. Le Châteauneuf-du-Pape, c'est officiellement 500 000 euros l'hectare, mais parce que ça n'existe pas en fait. Tu ne peux pas en acheter, sauf si déjà c'est à Châteauneuf, là, ça ne te laisse pas faire. Donc il y a vite un tri qui est fait sur beaucoup d'appellations. La Côte-Rôtie, le Champagne, tout ça, il faut oublier. Les grandes régions bordelaises, il faut oublier. Le Saint-Julien, c'est même pas la peine. Donc les régions qui restent abordables, il y avait le Médoc. Il y avait l'Irouléguy qui est abordable financièrement, mais c'est très très limité. Et je pense que si on n'est pas basque, ça passe pas. J'arrive pas, j'ai jamais réussi à mettre la main sur l'éventuelle possibilité de trouver une parcelle là-bas. Ensuite, il y a le Languedoc. Et il y avait une partie des Côtes-du-Rhône, notamment Gigondas, et le Beaujolais. Bah, en regardant après, moi j'ai regardé, j'avais éliminé le Sud-Ouest parce que c'est moins les vins que j'aime. Il y avait le Gigondas que j'aimais bien. Le Languedoc, on peut faire beaucoup de choses. Et le Beaujolais. Sauf que sur les modèles économiques, le Languedoc, c'est des modèles de très grande surface avec des très gros volumes. Donc il faut avoir des salariés autour. Bon, c'est pas le modèle que je voulais. Il restait Gigondas et Beaujolais. Bah, finalement, par rapport au mode de fonctionnement aussi de la SAFER, donc la capacité à acheter des vignes sans être emmerdé et à pas récupérer les vieilles vignes pourries dont personne ne veut. J'ai choisi le Beaujolais qui m'allait bien parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément les grosses chaleurs. Donc Gigondas, c'est quand même un des coins les plus chauds de France. Donc j'ai fini par venir ici. Et après, il fallait choisir les crus. C'est encore une autre histoire. Et toi, tu as un cépage préféré, un vin préféré? Bah, moi, mon vin préféré, c'est le Chirouble. C'est pour ça que je me suis installé ici. Donc moi, j'adore le Gamay. Le Gamay sur granit, les vins fruités, les vins légers. Je trouve que c'est des vins qui sont super parce on peut vraiment les boire avec tout. C'est un vin qu'on peut prendre à l'apéritif. Il peut remplacer un rosé. Il peut être quand tu vinifies, tu peux en faire un vin structuré pour accompagner des repas. Tu as beaucoup de possibilités. Après, j'adore des vins dans les Côtes-du-Rhône. J'adore certains vins du Languedoc. J'adore des vins d'Alsace. Il y a des très très bons Pinot Gris qui sont dans la vallée de la Moselle. Même au Luxembourg, il y a des bons vins. Le Bordelais, il y a des trucs très très intéressants. La Bourgogne, je trouve que le rapport de qualité-prix est exécrable. Les vins sont très très bons, mais à un moment donné, payer 50 balles la bouteille, j'ai un peu de mal à le faire. Mais voilà, il y a des vins aussi du Nouveau Monde qui sont excellents. Les vins géorgiens faits dans des amphores, c'est très particulier, mais c'est vachement bon. Donc il y a des choses bonnes partout. Dans toutes les régions quasiment viticoles, il y a des super vins. J'ai pas encore goûté de bons vins belges ou de bons vins anglais. Mais ils se mettent à en faire. Et avec le réchauffement climatique, je suis sûr que d'ici 5 ou 10 ans, ils vont faire des bons vins. Donc on en trouve partout. Donc, un vin préféré, c'est compliqué à mettre en avant. Parce que pour moi, le vin dépend vraiment de l'occasion de ce qu'on veut faire avec. Donc, j'ai plein de vins préférés. Selon ce que je mange, ce que j'ai envie de faire avec mon vin, j'ai un vin préféré différent. Et justement, en parlant du réchauffement climatique, est-ce que toi, en créant ton domaine, tu l'as anticipé? Par rapport au réchauffement climatique, bah, ici, c'est presque plus une chance qu'une menace. Parce que finalement, bah, on est en altitude, vous voyez le paysage qu'il y a derrière. Donc à une certaine époque, la maturité est un peu compliquée à obtenir ici. Et maintenant, la maturité, c'est fascinant. Cette année, j'ai vendangé les parcelles qui sont ici, qui sont parmi les plus hautes du Beaujolais. Je vais les vendanger vers le 10 septembre. Il y avait des années où ils vendangeaient autour du 15 octobre. Et vendanger le 15 octobre, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire du coup sur le taux d'alcool et les cépages qu'on utilise. Là, l'an dernier, on est sorti sur des Beaujolais à 13 degrés et demi. Pour moi, c'est une limite sur le Beaujolais. Et quand on discute avec les gens des Côtes-du-Rhône, il y en a qui sortent à plus de 15 degrés tous les ans. Je ne sais pas si vous en buvez, mais des vins à plus de 15 degrés. Non, mais ça se boit, ça peut être très bon. Par contre, faut pas le prendre en apéro, quoi. Faut bien manger avec. Il faut y aller mollo dessus. Parce qu'entre 12,5 et 15 degrés, on sent vraiment la différence. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Ici, on a la chance d'être sur un climat et d'être sur un monocépage donc, qui, pour le moment, est adapté. Le risque qu'on a dans le Beaujolais, c'est que si le réchauffement se continue et que le climat devient trop chaud pour le gamay et qu'on devient trop alcooleux sur le gamay, on va avoir un gros problème parce que justement, on ne peut pas changer facilement de cépage. Il faut qu'on arrache tout et qu'on replante tout. Alors que si vous interrogez je connais pas mal de gens autour de Châteauneuf et de Gigondas, bah là-bas, ils sont en train de travailler, de changer les cépages.
Ils changent les cépages parce que les cépages qu'ils ont font trop d'alcool. Il faut s'adapter. Et toi, si je me trompe pas, tu travailles en vin biologique, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette démarche dans ton domaine? Bah, moi, je convertis tout en bio parce que, je préfère savoir à peu près l'impact de ce que j'envoie dans les sols et et dans l'environnement autour. Après, attention, je ne suis pas un ayatollah qui va critiquer tous ceux qui sont conventionnels. Heu, Aujourd'hui, ceux qui désherbent au glyphosate dans le Beaujolais, vous pouvez en voir autour de vous, ils le font à la main avec une machine à dos et donc ils pulvérisent à environ 1 centimètre du sol. Donc il y a toujours le problème d'infiltration dans les sols, mais il n'y a pas tous les problèmes de dispersion qu'on évoque notamment dans le Bordelais où ils ont tendance à le faire avec des atomiseurs, voire d'autres méthodes beaucoup plus bourrines. Sur les produits de traitement, voilà, en bio, on utilise des traitements contre les champignons de la vigne où on n'a que des produits de contact. Donc ils restent en surface de la vigne, qui ne rentrent pas à l'intérieur de la vigne, donc ils ne rentrent pas dans le produit à la fin et qui protègent pendant une durée limitée. Ça a l'avantage de ne rien rentrer dans le vin et d'être des produits dont on connaît l'impact. Ça a l'inconvénient d'être des produits dont on connaît l'impact. On met du cuivre tous les ans. Le cuivre, le sol est capable d'absorber 386 grammes de cuivre par an. La limite du bio, elle est à 4 kg par an et par hectare. Bon, ça veut dire on peut en mettre jusqu'à 15 fois trop quasiment. C'est pas forcément une bonne chose. Donc moi, j'essaie de me limiter à 1 kg par hectare. Donc ces 2 dernières années, j'ai réussi à les tenir, donc c'est une bonne chose, mais 1 kg, c'est encore trop. Donc c'est un truc qu'il faut voir à ce niveau-là. Et ensuite, mécaniquement, comme on passe tous les 15 jours au plus, on fait plus de passages, donc on a une consommation d'essence qui est supérieure. Donc moi, j'ai essayé de limiter ça en travaillant avec un petit chenillard agricole. Donc, j'ai un petit engin que je trimballe sur ma remorque, que je mets dans la vigne et qui passe entre les rangs. Bon, je consomme très très peu d'essence. Mais voilà, quand on passe aussi avec un tracteur, on consomme plus d'essence. Donc c'est tout un débat sur le bio, le pas bio. L'important, c'est aussi moi, je fais le choix du bio et je le défends. Mais voilà, il faut aussi être capable de respecter ceux qui travaillent de façon raisonnée en conventionnel, notamment ceux qui ont des très grosses surfaces, parce que on peut pas toujours se permettre de passer dès qu'il pleut, quoi. Nous, dès qu'il pleut, il faut qu'on fasse traiter. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Quand tu as 50 hectares, c'est plus compliqué, ou alors il faut beaucoup de monde et beaucoup de tracteurs pour le faire. Mais justement, ça peut être très contraignant. Mais enfin, quand les gens vont utiliser des choses plus conventionnelles, c'est aussi pour prévoir leur revenu en fait. C'est peut-être pour avoir. Oui et non, parce que finalement, tu peux, même en conventionnel, tu peux te faire attraper par la grêle, tu peux te faire attraper par le mildiou ou un oïdium qui va tout dégommer, ça peut arriver. On est exposé de la même façon. C'est juste qu'effectivement, en termes de travail, le plus compliqué, en fait, c'est le travail de l'herbe. Et c'est là qu'il y a le plus de débat sur le bio aujourd'hui. C'est le glyphosate ou pas le glyphosate. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour qu'on supprime le glyphosate. Je suis pour l'interdiction du glyphosate. Personnellement, je suis pour. Faut pas dire trop fort là, je vais prendre un coup de fusil dans la gueule sinon assez vite. Mais je suis pour ça parce que ça s'infiltre dans les sols. On en voit. Ou si on regarde, là, je sais pas si on voit des vignes autour, mais des fois, tu vois, je vous en montrerai 2 en haut, sur un champ où les vignes sont toutes vertes, t'en vois 2 au milieu qui sont toutes jaunies. Ça, c'est parce qu'il y a une petite nappe d'eau en dessous dans laquelle il y a du glyphosate qui s'est réfugié. Et la vigne la boit et se tue en la buvant. Donc, c'est-à-dire que le glyphosate reste dans les sols, donc il peut entrer en nappe phréatique. Donc, on a un problème avec le glyphosate, c'est vrai. Mais quand on voit le boulot que c'est de travailler les sols pour désherber sans glyphosate, moi, là, je vais encore repasser. Là, j'ai fait du labour. Là, en ce moment, avec les pluies fortes depuis l'été, je ne veux pas labourer dans la pente parce que le risque, c'est que toute la terre parte et soit complètement drainée. Ce n'est pas le but du jeu. Donc là, je vais venir arracher toutes les herbes qui ont poussé, les grandes herbes, à la main, une par une. Et donc là, je vais passer mon mois de juillet à arracher des herbes à la main. Il faut avoir envie de le faire. Et on ne peut pas se permettre de le faire sur l'ensemble des surfaces agricoles. Ce n'est pas faisable. Parce qu'aujourd'hui, le client, il y a encore beaucoup de gens qui veulent acheter du Beaujolais un cru du Beaujolais à 8 euros. Aujourd'hui, en bio, ce n'est pas faisable. On vient de rentrer sur une partie un petit peu plus technique par rapport aux champs, par rapport aux vignes. C'est vrai que c'est un côté poétique, c'est aussi un métier noble. Toi, c'est quoi ta partie préférée dans ton exploitation? Moi, j'aime bien tout. Ce qui m'intéresse, c'est justement de tout faire dans tous les sens. C'est ça qui est vraiment intéressant. Si c'est pour faire la même chose et sur le même sujet, je me serais spécialisé, je serais devenu salarié dans un domaine pour faire la partie vinification, la partie travail du sol, la partie œnologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir tout faire, d'avoir la main sur tout et de jouer sur les interactions justement entre les différents niveaux. À un moment donné, quand tu es entre une vigne qui va être, selon comment tu cultives ta vinification sera différente. Selon le degré de maturité, tu auras des renforcements différents en vinification. Et donc, c'est tout ça qui va vachement. Moi, qui m'intéresse, c'est plus les liens entre les différentes étapes que les étapes prises une par une. Justement, on se posait la question tout à l'heure, mais c'est quoi ton
quotidien aujourd'hui? J'imagine que ça change tous les jours, ça dépend de, en fait, à quelle heure le soleil se couche. Ça dépend mon quotidien, il change toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Mon quotidien, c'est tout le printemps de m'occuper de faire sortir du raisin dans les vignes et l'amener à maturité dans le bon état, tout en commençant à écouler des bouteilles. Ensuite, l'été, c'est de préparer les vendanges. Une fois que j'ai vendangé, mon quotidien, c'est de vinifier. Là, pendant il y a 2-3 semaines où mon quotidien, c'est vraiment que la cave. Ensuite, c'est de vendre le vin tout en préparant la vigne pour l'année d'après. Donc, tout faire des tournées commerciales, tout en ayant des moments où on va venir faire venir labourer un peu. On va venir faire un petit passage pour tailler. Voilà. Donc, le quotidien, il change tous les jours. Justement, tu disais tout à l'heure que tu étais tout seul, mais c'est une question, mais c'est pas un peu solitaire? Enfin, tu te sens pas un peu tout seul, un peu dans tes vignes? Moi, j'adore. Ouais. C'est un choix aussi. Ouais, j'imagine. C'est un choix de partir sur le domaine tout seul. Parce que j'aimais bien être tout seul. Je veux être tout seul, dépendant de ce que je fais et seul responsable des résultats que j'obtiens. Et être tout seul au quotidien, des fois, tu es bien dans ta vigne. Tu te mets à la radio, tu bosses dans ta vigne, tu es tranquille, tu as la paix. Pour moi, c'est un confort. Et tu parles du coup de la partie commerciale de ton métier. Est-ce que tu as du mal à écouler tes bouteilles, toi, chaque année, ou comment ça se passe? Moi, j'ai démarré cette année, donc pour le moment, ça se passe bien. Ça démarre, ça se passe bien. Ça se passe aussi bien que possible avec le contexte économique qu'on a aujourd'hui, où les restaurateurs qui représentent théoriquement 50% de la clientèle sont un peu dans la merde. Donc il y a ça à gérer. Mais voilà, sinon après, je pourrais te répondre plus précis ma question dans 2-3 ans quand j'aurai plus de recul. Là, pour moi, j'essaie de passer un peu le cap de l'effet post-coronavirus. Là, tu as bossé avec des étudiants du coup de l'EM, de l'association Sub de Coteau pour le projet Prestagrap. Est-ce que au-delà Il y a débat. de... Est-ce que l'association Sud de Coteau, je crois que l'association c'est Prestagrap, hein, ils sont hors Sud ok. de Coteau, il me semble. Donc oui, tu as Ils bossé sont en avec... Sud de Coteau certains, mais c'est une association indépendante. Ok. Donc, Je vais les vexer sinon. ok, pas de souci. Et du coup, au-delà de juste la production de bouteilles pour cette année, est-ce que tu as aussi une volonté de transmettre un aspect pédagogique que tu voudrais développer? C'est l'origine du projet en fait. Quand ils sont venus me voir Prestagrap, la base du projet, c'était pour eux d'acheter une parcelle école qui appartiendra à l'association et sur laquelle on ferait des ateliers pour les étudiants de l'école. Donc la finalité, c'est ça. Le fait de vendre des bouteilles dans l'école, c'est un intérêt en plus parce que ça permet d'avoir des bouteilles spécifiques et qui, à terme, seront faites sur la parcelle qui appartient à l'association de l'école. Là, pour le moment, elles sont faites sur mes parcelles à moi parce que l'association n'a pas encore acheté de parcelle. Mais après, on fera sur la leur. Mais le but du jeu, c'est effectivement, c'est aussi de transmettre. Après, c'est pas de fabriquer des vignons, mais c'est que les étudiants aient conscience de ce qu'il y a derrière le vin. Et ça permet aussi de prendre conscience de ce que ça représente en termes de travail, aussi en termes de coût. Et quand ils vont voir le boulot que c'est à la main de faire certaines tâches, surtout que les tâches qui vont être faites avec les étudiants sont plutôt des tâches manuelles. Bon, j'ai qu'un seul chenillard, je ne peux pas prendre des étudiants sur un chenillard. Mais ça permet de prendre conscience de ce que ça représente, ce que c'est que l'agriculture bio par rapport à la conventionnelle, et de mesurer l'impact et le surcoût que ça peut représenter à l'achat derrière qui est justifié. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de me faire plaisir et d'être heureux et que mon entourage soit heureux et tout va bien. C'est des choses simples. Je ne fais pas grand-chose de compliqué. D'ailleurs, je suis revenu à des choses beaucoup plus simples que ce que je faisais avant quand j'étais dans une boîte de conseil au Luxembourg, à aller faire du risque financier et du machin. Voilà. Finalement, je peux peut-être plus aujourd'hui. C'était vraiment une volonté de revenir vers les vignes ou vraiment après ton boulot dans le nucléaire ou au Luxembourg, tu voulais juste tout quitter et faire quelque chose que tu aimes? Non, j'avais toujours la volonté de venir dans les vignes. Et c'est l'envie de me barrer qui m'a créé l'opportunité. Le fait d'avoir envie d'arrêter ce que je faisais m'a donné l'opportunité de me dire, OK, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut aller dans la vigne. J'avais toujours dit que j'irais dans la vigne un jour ou l'autre. Je savais juste pas quand. Des étudiants et tu as fait la même école que nous en plus. Donc, est-ce que tu nous conseillerais de ne pas rentrer dans un boulot un peu dans les cursus classiques, quoi, et de suivre notre passion dès le début, quoi, dès la fin de nos études, même avant? Ça dépend de plein de choses. C'est pas moi de vous le conseiller, c'est à personne de vous le conseiller, c'est à vous de le faire comme vous avez envie. Il y a aussi ceux que si vous avez un crédit de 3 ans d'école à rembourser, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous permettre d'aller dans la vigne tout de suite et faire ce que vous voulez faire tout de suite. Il va falloir d'abord faire autre chose parce qu'il faut rembourser le crédit. À un moment donné, il faut une forme de rationalisme qui s'impose. Après, moi, ce que je vous dirais, c'est d'aller vers là où vous avez envie d'aller. Et puis, si vous voulez changer, de ne pas hésiter à changer.
Et dans tes copains de promotion, est-ce qu'il y en a qui ont suivi un parcours un peu comme toi de reconversion ou ils ont plus des parcours classiques? Alors, naturellement, les gens bizarres s'attirent. Donc, j'ai forcément des potes bizarres qui font des trucs bizarres. Dans ma promo, on a des gens qui font des choses très très variées. Un de mes meilleurs potes de promo est maintenant officier de gendarmerie. On passe dans notre domaine. J'ai un autre pote qui est directeur commercial du château de la Chaise, qui est un des gros domaines du Beaujolais. Donc il est venu dans le vin, mais lui, il s'est pas mis à son compte. Il a choisi de travailler dans le vin. On a Thomas Robot, qui était notre promo aussi, qui a créé Miro, et qui est maintenant une des licornes. Bon, bah, c'est ma promo. Mais il y a Jonan, la promo d'après, qui m'a contacté l'année dernière, en sachant que je me reconvertissais dans le vin, parce que lui, il est en train de le faire aujourd'hui. Il a fait sa rupture conventionnelle il y a une dizaine de jours, et il commence sa formation, lui, à Davaillé, à côté de Mâcon, au mois de septembre. Et il va peut-être s'installer dans le Beaujolais. Donc, on va peut-être être 2 anciens étudiants de l'EM, de 2 promos qui succèdent dans le Beaujolais assez vite. Ah, ce serait beau. Mais, et du coup, là, ça fait 15 ans? Non, un peu moins de 15 ans que tu as fini. Tu as fini l'EM? Par rapport à aujourd'hui? Oui, ok. Ça fait 10 ans. Que je suis sorti de l'école? Non. Oui. Ouais, voilà. Bon, ouais, allez, les promos d'écart, je te le laisse, allez. Et maintenant, après 10 ans, est-ce que tu referais le même parcours? Est-ce que le Xavier d'il y a 10 ans, tu lui dirais, bah, vas-y, fonce, ou quelque chose d'autre? Je sais pas, moi je regarde pas en arrière. Jamais. Donc c'est une tendance à faire où je fonctionne toujours à l'instinct. Donc quand sur le moment j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ça veut dire que potentiellement j'aurais pu prendre une décision à un autre moment et c'est prendre une décision complètement différente à l'époque. Enfin, mon boulot chez Béjaflor, quand ils m'ont recruté, en fait ça faisait 3 mois qu'ils me courent après sur LinkedIn. Je ne regardais pas mon LinkedIn. Et ma copine, qui était à l'époque ma copine, elle a regardé LinkedIn un jour, mon LinkedIn tombé dessus, elle m'a dit: t'as vu, t'as des messages de Béjaflor que le premier d'entretien. C'est qui Béjaflor? Puis bon, bah, je les ai rappelés par curiosité. Et puis bah, finalement, je me suis bien entendu avec l'international. Et puis 2 ou 3 semaines après le coup de téléphone, c'était réglé, quoi. C'était moi qui partais créer la filiale. Ça s'est fait très vite parce que sur un coup de bol, je tombais dessus. Alors que si j'avais fait les choses un peu différemment, j'aurais rappelé une autre boîte d'abord. Peut-être que je me serais bien entendu avec eux, je serais parti ailleurs. Donc, c'est ça qui est. Donc, je peux pas te dire si je dois reconsidérer de faire pareil, mais je regrette pas ce que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai fait et je suis content d'où je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour les 5 prochaines années? Bah, des bonnes récoltes et du bon vin. Plein de bon vin. Où est-ce qu'on peut renvoyer les gens? Où est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on tape sur Google? Alors, vous tapez domaine Tivol sur Google et c'est moi qui ressort. Et puis sinon, bah, comme c'est dans l'école, vous passez par Prestagrap. Voilà. Prestagrap, ils vendent les bouteilles spécifiques de la promo qu'on a faites pour vous. Mais ils peuvent aussi vendre les autres cuvées au prix de direct KO. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous.